Bonjour à toutes et à tous, on va passer un petit moment ensemble. Donc je suis Pierre Leroy, je suis l'ancien maire de Puy-Saint-André, un petit village à la frontière italienne dans les Hautes-Alpes. J'habite à 1600 mètres d'altitude. Je suis actuellement encore conseiller délégué à la communauté de communes du Briançonnais et chargé de tout ce qui est transition écologique et mobilité. Je suis aussi président du pays Grand Briançonnais, Guiers 3, Queyras, Écrin. Donc c'est un grand territoire qui regroupe trois communautés de communes, 36 communes, à peu près 35 000 habitants, avec le parc des Écrins, le parc du Queyras, donc un territoire noyé dans la biodiversité, un superbe territoire, très touristique. Donc voilà pour la présentation. Euh, Concernant mon parcours, en fait, le parcours commence par une série d'échecs aux alentours de 15, 16, 17, 18 ans, avec une succession d'échecs scolaires, mais en fait à tout point de vue, avec le fait que je ne voyais pas tellement d'avenir à ma situation. Et donc, de ce fait, j'ai choisi d'aller me promener. Et donc, j'habitais, moi, au bord de la plage, à 150 mètres de l'océan Atlantique, en Vendée. Et je décide de prendre mon sac à dos et de partir vers le sud de l'Europe. Donc, j'ai traversé la France, puis la côte adriatique en Italie pour aller en Grèce et continuer mon voyage. Pendant ce voyage, il se trouve que je suis passé par le Briançonnais. Et donc, ça a été un choc. J'ai trouvé ce territoire superbe et ce territoire, en quelque sorte, m'a adopté par l'intermédiaire d'une personne qui m'a pris en autostop jusqu'à la frontière et qui est devenu un ami très proche et qui m'a accompagné ensuite par la suite. Donc, en effet, ça a été les échecs, un voyage, des rencontres qui ont fait que petit à petit, même si j'ai été en quelque sorte déraciné, parce que je me suis installé dans ce territoire, j'y ai trouvé de la confiance et petit à petit, j'ai construit ma vie sur ce territoire. Ça a été une découverte, parce qu'un changement assez radical, hein, à 0 mètre d'altitude et puis tout à coup à 1500 mètres d'altitude, avec d'autres cultures, d'autres façons de voir les choses. Et puis j'ai découvert le soin, en quelque sorte, le care, prendre soin. Ça a été une révélation parce que finalement, j'ai repris des études après ces échecs successifs et j'ai repris des études de soignant, d'infirmier. Et j'ai travaillé pendant un certain nombre d'années comme infirmier. Et donc le care, le prendre soin, est devenu central dans mon histoire. Et c'était aussi une façon de concrétiser ma présence au monde, en quelque sorte. À la suite de ça, il y a eu une catastrophe personnelle qui est arrivée, c'est le cancer de ma femme quand j'ai eu 23 ans. Et en fait, ça aussi, ça a été une révélation, parce qu'à travers ça, j'ai découvert la santé environnementale, j'ai découvert l'impact de nos modes de vie sur la santé. Et de ce fait-là, je suis entré par cette porte dans l'écologie de façon globale, puis après l'écologie politique. Donc j'ai découvert les auteurs multiples, que ce soit Ivan Illich, André Gors, Castoriadis, Jacques Ellul, etc. Et en fait, c'est plein de portes qui se sont ouvertes et je me suis rendu compte qu'en fait, il y avait tout un monde à découvrir de ce côté-là. Et donc, j'ai participé à la création du Parti des Verts localement sur ce département des Hautes-Alpes en 1985. Et à la succession de ça, ça a été des luttes locales que nous avons menées, multiples et variées, à la fois contre des incinérateurs. Nous avons fait fermer plusieurs incinérateurs. On a lutté aussi contre l'extension d'une voie rapide entre Barcelone et Prague qui allait traverser notre territoire. Bref, beaucoup de luttes sur des projets inutiles sur le territoire et surtout destructeurs. Mais en parallèle de ça, notre intention était aussi de proposer. Donc avec mes amis militants, nous avons été au contact évidemment des élus locaux en étant force de proposition sur des sujets multiples et variés tels que la gestion des déchets. À l'époque, on appelait ça la rudologie, la science des déchets qui m'a passionné, mais aussi sur l'énergie, sur la mobilité, sur les sujets du quotidien, hein. Et ça a été avec beaucoup de déception qu'on s'est rendu compte que finalement, en tant que citoyen, nous n'étions pas écoutés.
et que notre parole finalement avait peu de valeur. Et ce constat m'a amené à imaginer, d'autres portes de sortie pour agir. Parce que l'objectif était bien d'agir localement sur le territoire pour le bien-être des populations et de notre environnement. Donc à partir de là, je me suis dit: «Mais, faire contre ne me convient pas», même si je pense que c'est nécessaire évidemment que des citoyens s'engagent, hein, pour lutter contre ces projets inutiles, mais ça correspondait pas véritablement à ma personnalité à l'époque, et donc j'avais envie de faire pour. Et la seule solution pour faire pour, finalement, c'était en quelque sorte de prendre le pouvoir, et prendre le pouvoir pour faire de la politique autrement. Donc ça, c'est véritablement ce qui m'a guidé dans la démarche. Et petit à petit, sans m'en rendre compte, mais au contact de mes collègues avec qui on avait une très forte activité locale, finalement, on s'est formé. On s'est formé à beaucoup d'aspects, je m'en suis rendu compte plus tard. Déjà, on s'est formé à se parler, à s'écouter, à négocier, à se comprendre. Puis on s'est formé aussi sur des éléments beaucoup plus techniques, comme je l'ai dit, que ce soit la mobilité, les déchets, l'énergie, l'agriculture, le foncier, l'urbanisme. Petit à petit, on a appris énormément, on a eu énormément d'informations sur tous ces sujets-là. Et ça m'a amené à faire acte de candidature à plusieurs reprises. Alors c'était plus une candidature de témoignage. Donc je me suis présenté aux élections à plusieurs reprises sur le territoire, ici dans le Briançonnais. Heu et puis petit à petit, je me suis formé et j'ai pris confiance, et je me suis dit: «Mais on a peut-être la capacité de faire différemment». Jusqu'au moment où, en 2007, nous avons monté une liste citoyenne dans le nouveau village que je venais, sur lequel je venais de m'installer. On a travaillé pendant 1 an sur le village désirable. Parce que c'était bien ça la question. Qu'est-ce qu'on voulait voir de différent autour de nous? Comment l'avenir, on pouvait l'imaginer? Et donc pendant 1 année, on a travaillé ensemble pour essayer d'imaginer ça. Et finalement, ce travail, qui n'était pas véritablement dans le but au départ de se présenter aux élections, nous a amené à construire en fait un programme, co-construit avec, une trentaine de personnes. Et une fois que ce programme était construit, finalement, la logique était d'aller se présenter aux élections, et nous sommes passés au premier tour. Donc on a été tous élus, nous qui n'avions jamais été élus, on s'est retrouvés élus du territoire, avec l'envie de transformer les choses, mais surtout de co-construire avec la population. C'était ça qui pour nous était essentiel. Arriver à redonner l'envie du politique auprès du citoyen. Que le citoyen puisse s'emparer de son quotidien, puisse devenir responsable et puis participer aux décisions publiques. Donc le premier engagement, je m'en souviens, que nous avions pris lors de notre campagne, était d'interroger les citoyens sur justement leur avenir. Pourquoi ils habitaient sur le village? Qu'est-ce qui les avait incités à venir ici? Qu'est-ce qu'ils trouvaient de bien? Qu'est-ce qu'ils trouvaient de moins bien? Et comment ils voulaient voir les choses évoluer? Alors, à la fois, on a été agréablement surpris parce qu'on a eu énormément de réponses. Je crois que c'est de l'ordre de plus de 70% de réponses à ces questionnaires. Alors, les questionnaires, on en avait distribué autant qu'il y avait d'habitants, pas par foyer, par habitant. C'est-à-dire que dans un foyer de 5 personnes, il y avait 5 questionnaires et les enfants, y compris, pouvaient répondre. Donc, on a eu beaucoup de retours. Par contre, quelle déception! Le contenu des réponses, finalement, on a réalisé que les gens avaient perdu l'habitude de s'exprimer, de donner leur avis sur les politiques publiques. À part du goudronnage, du fleurissement et un meilleur déneigement, parce qu'on habite en altitude, finalement, il y avait quasiment rien d'innovant. Si, il y avait une petite fille qui nous avait demandé un marchand de glace sur la place du village le mercredi après-midi. Donc ça, là, pour le coup, c'était un peu intéressant et original. Mais en dehors de ça, c'est vrai que c'était décevant, mais quelque part, ça a été une alerte pour nous. On s'est dit, les gens ont perdu cette habitude de participer aux politiques publiques, donc ça promet, il va falloir travailler en profondeur, et on le savait, sur du long terme.
La question du rôle de l'élu est complexe. À la fois, elle est fondamentale, elle est complexe, et paradoxalement, on en parle peu. Ce dont on parle, c'est le statut de l'élu. On questionne ce statut de l'élu, et régulièrement au niveau national, à l'Assemblée nationale ou au Sénat, c'est des débats qui reviennent. Donc quand on parle de statut de l'élu, on parle des indemnités, on parle de la formation, on parle de l'accompagnement des élus. Mais, mais à quoi on sert en tant qu'élu? Quel est notre rôle? Pourquoi on est là? Et en fait, cette question, qui pour moi est fondamentale, est un impensé en quelque sorte, et alors que, encore une fois, elle est déterminante. Et quand on est nouvellement élu, bah, c'est une découverte. Et on ne mesure pas à ce moment-là quel est véritablement notre pouvoir d'agir et à quoi on sert, qu'est-ce qu'on doit faire et comment on doit prendre les choses. Donc là, moi, à titre personnel, depuis 15 ans, j'ai un point de vue qui, encore une fois, n'est qu'un point de vue. Pour moi, l'élu est un animateur. Donc ça peut surprendre, mais je pense qu'on n'est pas là pour décider. On est là pour permettre que la décision émerge. Donc on est à la fois un animateur et à la fois un soignant de territoire. Je reviens au care dont je parlais tout à l'heure, dans le sens où, pour moi, notre rôle est de tenter de prendre soin d'un territoire et d'une population. À partir du moment où on pense à ce rôle-là, donc d'animateur et de soignant, ça transforme complètement l'action. Parce que d'une part, en tant qu'animateur, on est là pour faire émerger la parole, pour faciliter justement l'action des citoyens, pour prendre en compte leur point de vue. On est là aussi pour observer, comprendre, analyser, faire un diagnostic territorial, un diagnostic sensible auprès des citoyens qui ont une expertise. Donc ça, c'est un vrai travail d'animateur. Et puis, en effet, un travail de soignant, parce que on n'a pas, nous, toute l'expertise. On n'est pas des sachants. On est des citoyens comme les autres qui sommes là pour tenter, en effet, de permettre que la vie quotidienne au sein de la collectivité soit plus agréable, voire soit supportable pour certains de nos concitoyens. Donc voilà, en fait, l'enjeu est là. Et quand je parle des citoyens, c'est tous les citoyens. Les enfants usent de l'espace public. Souvent, quand je vois des élus, des maires qui sont accrochés à leur clocher, mais mon petit voisin, lui, il va faire du ski dans la commune d'à côté, il va au cinéma dans la commune plus loin, ses copains sont à l'autre bout du territoire, lui, la commune, finalement, c'est pas un repère, c'est le territoire le repère. Donc on sent bien là il y a une expertise de la part de cet enfant sur la façon dont le territoire le pétrit et que lui pétrit aussi le territoire. On est fait de notre territoire. Le territoire nous construit, mais notre participation le construit aussi, et ça depuis des temps immémoriaux. Donc ça, c'est déterminant quand on veut comprendre, quand on veut se projeter dans l'avenir, d'essayer de comprendre comment tout ça, ça fonctionne. Donc la démocratie participative reste une chose à laquelle je suis attaché. Les élus, représentants de la population, sont là pour mettre en œuvre une politique. Mais la démocratie participative, alors le terme a souvent été dévoyé, mais ce qu'on appelle démocratie participative, pour moi, est très importante, parce que c'est le lieu où les citoyens vont pouvoir co-construire le projet de territoire. Que ça soit, quand on parle de territoire, ça peut être le quartier, comme la commune, comme la communauté de communes, comme le pays, comme le bassin de vie. Donc en fait, c'est donner la capacité aux citoyens de devenir responsables aussi, parce qu'il va participer au projet territorial. Qu'est-ce qui est bon pour nous tous? Et ce n'est pas, le projet territorial n'est pas l'addition de projets individuels. C'est une vision du monde collective sur un projet partagé. Et ça, pour moi, c'est déterminant. Et le rôle de l'élu est de permettre de pouvoir faire émerger cette parole. Donc tout ça nécessite évidemment de la confiance. Ça nécessite en quelque sorte de reconstruire la démocratie, dans le sens où elle a été abandonnée depuis 30 ans, 40 ans. Les citoyens se lavent les mains
votent en mettant un bulletin dans l'urne et considèrent que c'est aux élus de faire. Et les élus ont le pouvoir, et les élus décident et font. Et petit à petit, on le voit bien que ça a eu ses limites. Et qu'aujourd'hui, avec la crise démocratique, à la fois les citoyens revendiquent, et tant mieux, de donner leur avis, et les élus n'en peuvent plus. C'est des milliers de maires, là, je crois que c'est 2000 maires qui ont démissionné depuis les dernières élections, donc ça devient très complexe. Et je pense que c'est une opportunité, justement, de transformer les choses et de faire qu'on arrive à une démocratie qui soit plus fonctionnelle et qui permette de responsabiliser les citoyens et les élus. Donc cette crise démocratique, cette crise climatique, cette crise de biodiversité, cette crise sociale, finalement, c'est une opportunité de transformation. On a aujourd'hui, là, devant nous, un moment idéal pour reconstruire un avenir qui soit désirable. Donc la façon, je reviens encore une fois aux soins, l'idée c'est de travailler sur les besoins primaires des populations. Aujourd'hui, il est évident que les besoins primaires ne sont pas satisfaits. En France, pays a priori développé, boire n'est pas garanti. L'année dernière encore, 2000 communes étaient sans eau potable en France. Manger bio et local, même en zone rurale, n'est pas garanti. La plupart des territoires ont une autonomie alimentaire de l'ordre de 2 jours. C'est-à-dire que pendant 363 jours, la bouffe est dans des camions. Donc on voit bien que ce n'est pas garanti. Pouvoir se loger décemment sans consommer trop d'énergie quand on est locataire, c'est compliqué. Et ce n'est pas garanti. Pouvoir avoir du lien social, continuer à avoir, rencontrer, aller au travail tout simplement. En zone rurale, si on ne veut pas produire trop de CO2, c'est-à-dire avoir une mobilité différente, n'est pas garanti. Donc on le voit bien, l'ensemble des besoins primaires décrits par exemple dans la pyramide de Maslow ne sont aujourd'hui pas accessibles à l'ensemble de nos concitoyens. Donc comment demander aux concitoyens de faire des efforts, de changer de pratique, si on ne lui en donne pas les moyens? Donc l'enjeu est véritablement là, et nous, collectivités, quelque part, notre rôle, c'est bien ça. C'est de permettre aux gens de devenir responsables, mais d'avoir les outils qui leur permettront demain de changer leur vie et de vivre différemment. Et ça, j'en suis persuadé, peut résoudre les problèmes de crise démocratique, de crise sociale et évidemment de crise environnementale. Donc c'est vraiment la solution qui est à notre portée. Donc quand on est sur un territoire, on ne peut pas tout faire non plus. Je crois que c'est le Shift qui avait évalué 25% des solutions sont à notre main. 65% sont des décisions de l'État ou de l'Europe. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut rien faire. On a 25% là, accessibles, et on peut changer sur les territoires la façon de fonctionner et permettre aux citoyens, encore une fois, d'être responsables. Donc c'est refaire du commun, reconstruire un projet ensemble, et c'est ça qui est à notre portée à partir de maintenant. En fait, on est tous là pour apprendre, rencontrer, chercher, découvrir, tenter de comprendre, construire, qu'on soit citoyen, qu'on soit élu. C'est ça qui nous est proposé aujourd'hui, et finalement, c'est une bonne raison de vivre tout ça. Et parfois, on peut se rendre compte sur les territoires qu'il faut savoir se retourner sur le passé pour construire l'avenir. Parce qu'en fait, comme je le disais tout à l'heure, on est pétri de nos territoires, mais on pétrit aussi ces territoires. On est construit de cette histoire. Et donc, il est absolument indispensable d'aller rechercher le bon sens paysan, comme on le dit, hein. En tout cas, comment ont fonctionné les populations qui nous ont précédés sur ce territoire. Et nous, il se trouve qu'en l'occurrence, sur notre territoire, on a la chance, mais c'est le cas dans la plupart, hein, des bassins de vie, on a la chance d'avoir une histoire très riche en 1343, au moment du Moyen Âge sur notre territoire. Ça s'est appelé la République des Escartons. En fait, il y avait 5 cantons, 5 escartons, qui vivaient dans des conditions effroyables, parce qu'à l'époque, c'était le petit âge glaciaire, 8 mois de neige sur 12 mois. Et donc, ces gens vivaient
comme des animaux, en fait, dans des conditions extrêmement dures sur le territoire. Quelque part, ça oblige aussi, et c'est ce qui a sans doute poussé les citoyens à se fédérer, s'organiser et co-construire ensemble leur avenir. Et donc, ces territoires se sont réunis et ont construit en 1343, donc bien avant la Révolution française, une république locale en quelque sorte, avec des négociations avec le roi qui leur ont permis de battre monnaie, d'avoir un tribunal, et puis de se fédérer, de se prêter mutuellement de l'argent pour répondre aux besoins territoriaux. Et donc c'est un petit peu de ce dont on s'est inspiré. Il est écrit dans la charte des Escartons, en 1343, quand un de nos territoires s'effondre, les autres sont là pour le relever. Faisons ensemble. En se retournant sur le passé, c'est des fois très aidant pour justement montrer les bonnes idées qu'avaient nos prédécesseurs et dans quelle mesure on ne peut pas se serrer les coudes, s'organiser ensemble pour construire un avenir qui soit meilleur et ne pas être en compétition permanente entre communes, entre communautés de communes, entre entreprises, entre citoyens, parce que c'est de ça dont il s'agit. Et donc ça, c'était un élément important pour nous qui nous a permis de participer avec cette histoire au projet territorial. Un autre aspect qui est important quand on parle de transition écologique et qui peut être paradoxal, c'est qu'à la fois le temps nous est compté, chaque jour compte, on le sait, le rapport du GIEC le précise, on voit bien que oui, les impacts de la crise climatique, les impacts de la crise de biodiversité, mais aussi les impacts de la crise sociale, aujourd'hui on les paye chaque jour, et de plus en plus cher. D'ailleurs, on le voit, hein, le gouvernement français, finalement, a plus ou moins mis de côté l'atténuation de la crise climatique et parle aujourd'hui d'adaptation à la crise climatique. Sauf que si on n'est pas en capacité d'atténuer, eh bien, on va avoir du mal à s'adapter. Et de plus en plus, l'adaptation sera complexe à mettre en œuvre. Donc, le temps nous est compté, mais en même temps, nous sommes dans l'obligation de travailler sur le temps long. C'est pas parce que je le décide que comme ça, en claquant des doigts, la population de mon village va arriver et dire on y va. C'est beaucoup plus complexe que ça. Et c'est complexe parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, la crise de démocratie, elle n'est pas récente. On la paye depuis déjà un certain temps. Ça veut dire qu'il va falloir reconstruire de la confiance, repartir sur un nouveau contrat. Et ça ne se fait pas en un claquement de doigts. D'autant plus si derrière, finalement, le contrat est rompu à maintes reprises. On l'a vu sur la Convention citoyenne, où on nous dit on reprendra sans filtre les conclusions de vos travaux. Et finalement, ça n'a pas été le cas. Donc on sent bien à ce moment-là que quand le contrat est rompu, finalement, les citoyens, on les écarte encore de la démocratie. On l'a vu aussi avec les cahiers de doléances. Où sont-ils? Les citoyens ont participé. Ils ont fait preuve de bonne volonté. Ils ont joué le jeu. Et derrière, tout à coup, le jeu est rompu. Donc c'est vraiment ce travail sur le long terme, sur un contrat de confiance, qu'il faut qu'on le redéploie au niveau micro-local et puis plus globalement. Donc c'est possible. C'est pas simple, ça nécessite du temps, ça nécessite de l'expertise, ça nécessite d'avoir des appuis, et c'est là où le domaine de la recherche peut véritablement avoir son rôle. Donc on l'a vu très localement, hein, sur le plan local d'urbanisme de la commune, nous avons considéré que ce n'était pas un document administratif et réglementaire. C'est bien plus que ça. C'est un projet de territoire qui doit donc de ce fait être co-construit avec les citoyens. Un PLU ne peut pas être fait par les élus. Donc il ne s'agit pas de faire une réunion d'ouverture et de fermeture. Nous avons fait 13 ateliers de travail avec les citoyens qui ont participé et on a eu des soirées où on a débattu du tourisme, de l'agriculture, de la mobilité, de l'énergie, etc., etc. À la fin, on est passé donc de 14 hectares à 4 hectares constructibles. C'est les citoyens qui ont décidé des zones constructibles. On les a matérialisés avec des maquettes en relief avec vue aérienne, on leur a donné des Legos, des sparadraps de couleurs, et ils ont construit le village de demain, qui a été pris en photo et a intégré le plan local d'urbanisme.
on voit que ça fonctionne. Ce sont les documents les plus attaqués au tribunal administratif, les PLU. Sauf que nous, on a eu des lettres de remerciement. Donc, on voit bien que ça fonctionne. Et c'est comme ça que petit à petit, la confiance renaît et que le citoyen revient autour de la table. Donc, c'est un double enjeu, à la fois de réapprivoiser le citoyen et d'ouvrir les portes de la mairie ou de la collectivité. Donc, à la fois, les élus doivent lutter contre leurs peurs, dissoudre ces peurs, et à la fois, les citoyens doivent jouer le jeu, ne pas agresser les élus, mais faire preuve de volonté constructive sur les projets. On teste en ce moment un autre aspect sur un dialogue territorial sur l'énergie. Là, c'est à l'échelle de 36 communes du territoire où on dit aux citoyens, eh bien voilà, il faut qu'on aille avec notre plan climat vers l'autonomie énergétique territoriale. Comment fait-on? Tenant compte des paysages, de la biodiversité, des finances locales. Donc on sollicite, on a fait un tirage au sort sur les listes électorales sur 28 000 électeurs. On a créé un panel de citoyens qui travaillent en ce moment sur l'avenir énergétique du territoire et on fait appel à ce qu'on appelle l'Agora, c'est-à-dire aux 36 000 habitants qui participent à des ateliers, à des visites sur site, à des conférences pour discuter ensemble de l'avenir souhaitable au niveau énergétique du territoire. Donc les deux questions qui nous sont posées, c'est quelle sobriété énergétique sommes-nous en capacité d'accepter globalement et collectivement sur le territoire? La deuxième question, pour aller vers l'autonomie énergétique du territoire, quelle production d'énergie renouvelable est supportable, tenant compte des paysages, de la biodiversité et des finances publiques? Donc c'est un petit peu le challenge qui est devant nous. Ce travail mené avec les scientifiques de l'INRAE et de l'INRIA, certains qui sont spécialisés dans les sciences sociales, d'autres dans les sciences dures, pour qu'on ait des chiffres opérationnels efficaces pour avoir un vrai débat, qui nous accompagnent sur ce travail. Et l'objectif, c'est que petit à petit, les citoyens soient informés, formés, comprennent les enjeux et soient capables de façon éclairée d'avoir un point de vue. Donc c'est ça en fait qui est important. Et demain, on espère que ce type de processus puisse être dupliqué sur d'autres territoires et d'autres thématiques, rendant le citoyen responsable. Après 15 ans d'exercice, j'ai la sensation que les résultats sont plutôt positifs, on va dire, dans le sens où, en tant qu'élu, nous avons réussi beaucoup de choses avec les concitoyens. Donc, c'est une ambiance globale qui s'est petit à petit transformée. Donc, rien n'est acquis. Maintenant, j'ai la sensation que les choses ont évolué et très concrètement, on a baissé de plus de 50% le tonnage d'ordures ménagères résiduelles sur le territoire. On produit là, sur le village, plus d'énergie que ce qu'on consomme. On a développé la mobilité, c'est une augmentation de plus de 15% des transports en commun sur le territoire. On a créé des vergers participatifs, créé de l'habitat participatif, on a installé des maraîchers, bref, on a agi sur les besoins primaires des populations avec des résultats qui sont positifs. Encore une fois, rien n'est acquis, tout est fragile. Et ça me fait penser à une remarque, je ne sais plus de qui elle est, qui disait penser global, agir local, oui, mais penser local et agir global aussi. Et en effet, souvent, la limite de l'exercice en tant qu'élu local est liée à des décisions qui nous dépassent. Quand je prends un arrêté municipal sur l'interdiction des pesticides en accord avec les agriculteurs de ma commune, sur la totalité de la surface de la commune, et que je suis condamné par la justice, c'est quand même un problème. Comment prendre soin d'un territoire alors que, quelque part, on nous contraint au contraire? Donc c'est la difficulté et beaucoup d'arbitrages ont été perdus par des décisions qui ont été prises au niveau national ou international, qui nous obligent pour le coup, et c'est le cas beaucoup au niveau de l'agriculture par exemple. Donc voilà, en fait le constat c'est que oui, on fait des choses,
sur les territoires, beaucoup de territoires se sont mobilisés, mais la massification et la généralisation de la transition écologique et de la transition démocratique n'est pas au rendez-vous, très clairement. Donc ça veut dire qu'il faut faire notre part, que pour ça on a besoin de tous les citoyens, et tout citoyen est légitime pour être responsable. Tout citoyen, sur son territoire, a son rôle à jouer, a une place qui peut être différente. En ce qui me concerne, ce territoire m'a accueilli, m'a fait confiance, m'a accompagné, et quelque part je lui dois tout. C'est lui qui m'a permis de m'exprimer, qui m'a permis de me réaliser, et finalement, moi je suis ravi d'avoir passé tout ce temps à travailler sur ce territoire parce qu'en effet, je lui dois tout. Donc tout cela, je l'ai écrit dans un ouvrage qui s'appelle Passage délicat. Le sous-titre, c'est Penser et penser le territoire, penser avec un E et penser avec un A. On revient aux soins. Passage délicat, pourquoi? Parce que on est dans un passage délicat, très clairement. Et en montagne, en tant que montagnard, un passage délicat n'est pas nécessairement quelque chose de péjoratif. Un passage délicat, c'est un moment où, sur un topo, on est à quatre pattes là dans le salon en train d'étudier le topo de montagne, de cette montagne qu'on va parcourir, et on voit bien qu'il va y avoir un passage délicat. Et dans ce passage délicat, avant d'aborder le passage délicat, on s'arrête, on s'observe, on regarde qui sont les plus fragiles, on s'équipe, on met un casque, on met une corde, et quand tout le monde est prêt, on traverse ce passage délicat, et derrière, il y a un paysage désirable. Donc on est véritablement dans ce moment où finalement tout est possible. Ça me fait penser aussi à une métaphore de Nori Huddle en 90 qui parlait de l'imago, de cette chenille qui bouffe, qui grossit, qui n'arrête pas de grossir, telle notre société aujourd'hui. Et puis petit à petit, au sein même de son organisme, se créent des cellules imaginales. Alors, le terme est joli, en plus il est poétique. Ces cellules imaginales se multiplient alors que la chenille rejette ces cellules imaginales. Et petit à petit, malgré tout, elles perdurent, elles se multiplient, elles s'organisent, elles se fédèrent et créent ce que les scientifiques appellent des disques imaginaux. Ces disques imaginaux, finalement, se déploient et on obtient l'imago, ce beau papillon. Peut-on ne pas imaginer aujourd'hui que tout ce que vous faites, les coopératives, les collectifs, toutes les organisations citoyennes, ne seraient pas ces oasis, ces cellules imaginales qui vont s'organiser en disques imaginaux pour imaginer un avenir qui soit différent. Et avant de vous quitter, je voulais juste vous citer quelques paroles d'un texte d'Ariane Mouchkine qui m'ont frappé. Disons à nos enfants qu'ils arrivent sur Terre au début... Je mets mes lunettes. Disons à nos enfants qu'ils arrivent sur Terre au début d'une histoire et non pas à sa fin désenchantée. La genèse n'est pas encore terminée. Elle leur appartient. Merci.